Donc Yaate encore tout le monde et merci d'être là. Yaté qui veut dire bonjour en langue navarro. Oui, c'est vrai. Bravo. Je prends des cours. François Alix prend des cours. Donc je suis ravi d'être avec Lorenza pour présenter son livre 20 ans auprès des Navarros. Et, euh, et donc, qu'est-ce qui t'a amené à écrire à écrire ce livre et aussi ce... Pourquoi c'était le moment? Pourquoi ça a été l'envie d'écrire tes 20 ans passés avec les Navarros maintenant, à l'heure actuelle, en fait? Oui, donc, bon, tout d'abord, merci d'être là. Et puis, 20 ans auprès des Navarros, c'est un livre donc, qui est paru le 17 janvier chez Mama Édition. Et j'avais déjà sollicité auparavant cette jolie maison d'édition. Et puis, entre-temps, j'ai réalisé le film Le chant qui guérit la terre. Donc, entre le moment où j'ai fait la première démarche pour écrire le livre et la parution d'aujourd'hui, il s'est passé quelques années. Et entre ces années-là, il y a eu la réalisation du film Le chant qui guérit la terre et qui parle de toute façon aussi de la communauté Navarro et d'autres communautés amérindiennes qui sont situées plutôt vers la Californie. Voilà, donc ce qui m'a paru essentiel, c'est de comprendre que mon expérience, mon immersion totale auprès des Dinés, qui veut dire le peuple en langue navarro, n'était pas prévue dans ma vie, absolument pas. Donc, toute l'articulation que j'ai mis en place à travers cette rencontre n'est pas par rapport à une carrière. C'est plutôt par rapport au fait que moi-même, je me suis laissée immerger, pour plusieurs raisons, à travers cette culture. Et je me suis rendu compte que leurs propos, qui sont des valeurs qui s'articulent autour de la beauté, puisque mon livre s'intitule comme ça, 20 ans auprès des Navarros, Ozo, mon chemin sur la voie de la beauté, me parlaient avant tout. La beauté, c'est quelque chose qui me parle en tant qu'artiste, et pour moi, c'est quelque chose qui n'est pas que de l'ordre esthétique. Donc, eux placent la beauté au cœur de leur philosophie, et la beauté veut dire des tas de choses réunies, en fait. Et ils réussissent à le mettre en mouvement, en ordre, à inscrire cette réalité dans une mémoire collective et consciente qui parle de transmission orale, donc qui s'inscrit dans l'oralité. Et disons que je trouve que par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, par rapport aux guerres, par rapport aux problèmes climatiques, par rapport à la sécurité qui résonne dans bien des familles et des êtres qui sont touchés par des réalités qui sont d'ordre social. Je trouve que ce livre tombe à pic et qu'il permet non pas d'inscrire une expérience parmi une autre, mais aussi valider le fait que, en se rapprochant de ces cultures-là, qui ont réussi à transmuter l'obscurantisme qui a été sur eux. Ils ont réussi à dépasser des tas de souffrances aussi. Eh bien, je trouve que c'est important. C'est un livre qui est important. Et en tout cas, il m'a paru important qu'il puisse venir au monde en 2024. Parce que je trouve qu'on est dans une période de mutation et que le changement est essentiel. Et pour participer au changement, il est bon et juste de se rapprocher de cultures, de peuples et de civilisations qui ont réussi à s'adapter au quotidien et à préserver un précepte d'harmonie qui est en lien avec l'ordre de l'univers, le lien entre le ciel et la terre, mais aussi toute une cosmogonie qui est absolument remplie de mythes essentiels. Et le mythe est une colonne vertébrale lorsque on a besoin de se déstructurer un petit peu d'une culture,
d'une société qui ne fonctionne plus vraiment. Et je trouve que en même temps qu'on est dans une société bancale, on est dans une société de changement. Et pour moi, le livre participe à cette mutation et à ce changement. Mais j'ai une question par rapport à ce livre, etc. Qu'est-ce que ça t'a apporté de vivre, toi, personnellement, en 2024 et tout ce que tu as, ces 20 ans vécu avec les Navarros et l'expérience que tu as, on a dégagée au final, parce que 20 ans, ça a fait Oui. une bonne partie de ta vie aussi, tu as fait pas mal de choses, mais ça fait... qu'est-ce que ça t'a apporté en toi, au final, d'avoir ce mélange de deux cultures qui étaient à l'opposé à l'époque, que tu as rassemblé et tu as fusionné au final avec... Oui. Alors, en fait, j'ai envie de dire que au départ, on ne sait pas, hein, on est à l'aventure. J'avais les deux pieds, je dirais, dans une façon de penser. Et puis, au fur et à mesure du temps, donc j'ai rencontré, juste pour rassembler comment ça s'est passé, rassembler toutes les informations pour dire comment ça s'est passé. Je les ai rencontrés donc en 1996 au parc de la Villette. Je suis artiste, peintre, plasticienne. Je suis aussi je travaille dans le monde de l'audiovisuel. À ce moment-là, je ne suis pas encore réalisatrice. Et au moment où je les rencontre, et je suis aussi chanteuse, musicienne, et au moment où je les rencontre, euh, je, je mets en place une exposition, c'est-à-dire que je crée des peintures que je vais exposer dans une galerie à Paris. Et ces peintures, elles sont codifiées par plusieurs techniques, dont une technique qui m'a été inspirée par l'artiste Jackson Pollock, qui a été très inspiré du peuple navarro, entre autres, mais en tout cas de la perception de la pratique artistique et en même temps des rituels, parce que quand on se rapproche de ces communautés, on sent bien que la relation avec l'art et le rituel est proche, mais en même temps, elle n'est pas exactement cela, puisque l'art pour les hommes médecine et les femmes médecine navarro n'existe pas. Mais disons que je me suis reconnue quelque part dans les messages qu'ils transmettaient au moment où ils étaient au parc de la Villette en 96. À ce moment-là, la vie fait que je vais être invitée par eux pour les retrouver sur place. Donc, sur place, c'est quoi? C'est un territoire qui fait 2 fois la Belgique, qui rassemble 3 États, qui est le Nouveau-Mexique, l'Arizona et l'Utah, et qui rassemble plus de 175 000 membres, en sachant que plus de 300 000 membres existent aussi, membres navarro existent dans le territoire et au-delà du territoire d'Iné Navarro. Et lorsqu'on rentre, pour moi en tout cas, lorsque je suis rentrée, j'ai dit oui donc à leur invitation. J'étais plutôt fière d'être invitée par des Amérindiens, hein, plutôt que des cow-boys, j'ai envie de dire. Mais disons qu'en l'occurrence, j'ai compris que je m'immergeais dans quelque chose qui qualifiait la présence de ces peuples-là à l'heure d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils réussissent à vivre entre modernité et tradition. Et donc, voilà, les Amérindiens, et puis disons les Native Americans, parce qu'on ne dit plus Amérindiens aujourd'hui, eux aiment bien se faire appeler Native Americans lorsqu'on est aux États-Unis. Voilà, ils ont des portables comme nous, hein, ils boivent du coca, ils ont Internet, ils ont des télévisions, voilà, ils vivent complètement dans la modernité. Et je dirais, grâce aux anciens, puisque tu voulais qu'on parle aussi des anciens, et puis même si tu ne me poses pas la question directement, et grâce aux anciens, la place de l'oralité tient toujours une importance fondamentale par rapport à l'impact de la modernité aujourd'hui dans le monde qui vient. Et ils ont courage de dire, pour ce qui concerne la place de l'homme occidental, qui est pour moi un peuple qui est une civilisation qui est très importante aussi parce que proche du progrès. En même temps qu'on est proche du progrès, on s'est éloigné des préceptes d'harmonie avec la nature que eux n'ont pas perdu. Et ils disent l'homme blanc a excellé dans tout ce qui parle du progrès et en chemin il s'est perdu. Et je trouve que c'est plutôt pertinent d'entendre ces paroles-là aujourd'hui parce que il me semble que si je n'avais pas rencontré profondément l'impact positif des préceptes de beauté, d'harmonie, mais aussi des préceptes qui sont reconnus
par une nation souveraine, hein, parce qu'ils sont reconnus comme nation souveraine, eh bien, il se peut que je me sois perdue. Il se pourrait que j'aurais pu me perdre dans cette société du toujours plus. Et je pense que, intimement parlant, je me suis reconnue dans ce qu'il disait, de ce qu'il disait, et que ce qu'il partageait. Donc, ce que je trouve joli, c'est que au moment où je les ai rencontrés, j'étais dans un état de vulnérabilité, et ils ont été solidaires à ma vulnérabilité. Et je trouve que c'est très important d'être dans la solidarité de la vulnérabilité aujourd'hui, parce que nous sommes vulnérables. Le vivant est quelque chose de plus grand et dont nous dépendons, et que nous voulions ou pas, nous dépendons de ces préceptes de grand tout en nous. Et ce qui est important, c'est de rester vigilant par rapport à notre état peut-être de supériorité en tant que peuple occidentalisé, peuple proche du progrès. Il se pourrait qu'on soit quand même dans un parcours un peu compliqué. Est-ce que ce que j'entends, est-ce que c'est vraiment, ils ont réussi à trouver un équilibre entre le monde moderne et garder leurs convictions premières et leur enseignement premier par rapport aux ancêtres, par rapport à l'oralité de leur histoire, et garder leur concept et de faire un mélange des deux, et peut-être être un exemple pour nous, pour garder cette connexion avec la nature, avoir cette cérémonie, ces traditions toujours orales et aussi euh, d'esprit, etc., de guérisseurs, et ce monde moderne. Donc, est-ce qu'ils n'ont pas perdu un peu aussi leur côté, comme on peut voir dans d'autres Amazonies ou des choses comme ça, où d'un coup, culture, où ils sont restés entre eux vraiment, donc que dans le côté nature, mais ils n'ont pas trop aussi le côté moderne qui sont intégrés. Et là où tu m'en parles, je sens vraiment cette intégration qu'ils ont réussi à faire pour que les deux puissent fonctionner en fait. Alors évidemment, moi je parle de tous les aspects positifs de cette culture parce qu'ils se sont présentés à moi et je me suis présentée à eux dans un impact, je dirais, de gagnant-gagnant. Enfin, quand je dis gagnant-gagnant, c'est-à-dire de rencontres mutuelles sous une influence de garder les pensées, faire en sorte que toutes les pensées, que tous nos actes soient positifs, c'est-à-dire puissent honorer nous-mêmes dans notre famille, nous-mêmes dans notre communauté plus large, nous-mêmes dans notre pays, dans notre nation, dans notre monde, dans notre lien avec la terre-mère, donc avec l'univers aussi. C'est-à-dire que tout ce qu'ils mettent en place est en faveur du vivant. D'accord ? Ce sont des sociétés matrilinéaires, matriarcales au départ, et ils ne se sont pas coupés du féminin. Du féminin, c'est-à-dire, ce n'est pas le féminin sexué, c'est un féminin qui, pour moi, le féminin, c'est quelque chose qui est relié à la vie. Bon, il est vrai que les femmes donnent la vie, c'est sûr, mais les hommes aussi, ils donnent la vie. Et donner la vie, être proche de tout ce qui donne la vie, c'est ne pas être figé par la peur. Et je trouve que dans nos sociétés, la peur prend beaucoup de place, de plus en plus. Et selon moi, être proche de sociétés comme la leur, d'autant plus qu'ils sont reconnus comme nation souveraine, qu'ils ont un gouvernement qui est représenté par un président, sont inscrits dans les registres juridiques la présence de la cosmogonie, c'est-à-dire la présence de leur origine du monde, où il n'y a pas de séparation, où tout est relié au cercle, où il n'y a pas de début ni de fin, mais juste une continuité, et où en même temps ils parlent de la manière avec laquelle ils sont arrivés dans le monde d'aujourd'hui, qui est pour eux le quatrième monde. Certains disent qu'on est dans le cinquième monde, mais qui en l'occurrence leur a permis de tirer les leçons des expériences du passé. Pour eux, il est essentiel de voir que le changement de monde dans lequel nous sommes, puisqu'on est dans
dans un changement de monde, de toute façon, est pour un monde meilleur. Donc, si on inclut les aspects négatifs qui sont reliés à la peur de changer, il n'est pas sûr qu'on puisse nourrir l'impact de vigilance et en même temps de rectitude à être soi-même pour un monde meilleur. Donc ils sont là-dedans, ils sont là-dedans, ils sont, malgré le fait qu'il y a des problèmes de drogue, malgré le fait qu'il y a des problèmes d'alcoolisme, parce que oui, évidemment, les gens disent par exemple, oui, mais les Amérindiens, ils ont dû rencontrer, enfin les Native Americans ont rencontré des problèmes qui sont ceux-là, les impacts, oui, évidemment, et on est tous quelque part fragiles. Bien sûr. Voilà. Et la drogue, elle permet certaines choses, mais en même temps, elle fragilise d'autres choses, quoi, en fait. Donc, on est tous dans cette réalité-là. Et ce qui se passe, c'est que ce qui est important, c'est de ne pas uniquement regarder cette partie-là. C'est regarder la possibilité que nous avons en tant qu'acteurs de la vie d'apporter du changement, d'apporter un impact positif à ce qui est, pour permettre de restaurer justement le précepte de beauté, plutôt que de juger un individu, une personne, une situation, et quoi d'autre. C'est une très belle transition avec la suite, parce que je voulais parler, dans ton livre, on parle de beauté, de la signification de la beauté dans les Navarros, mais il y a aussi un concept que pour l'instant on n'a pas trop entendu parler dans les différentes... excusez-moi de la prononciation parce que j'ai pas encore très bien étudié encore le langage des dîners, mais c'est ça, tu peux m'aider? Saanare Biké Ojo. Saanare Biké Ojo. Ozo. Et ça, je voudrais bien parce que je trouve que c'est un concept philosophique navarro qui est extrêmement important et qui a une signification magnifique. Et j'aimerais bien que tu nous en parles un peu plus pour faire transmettre ce message à tout le monde qui nous regarde, parce que je trouve que c'est un beau message à véhiculer. Merci beaucoup d'avoir retenu cette information qui est inscrite dans mon livre. Saanare Biké Ojo, c'est un mot, c'est une phrase en fait que j'ai entendue à plusieurs reprises au fur et à mesure que j'ai rencontré la philosophie de cette culture. Et Saanare, ça veut dire dans la marche de la longue vie. Et Biké Ojo, c'est le bonheur. Donc, être Navarro, c'est être Saanare Biké Ojo, c'est se rapprocher en fait de ça, de cette façon de voir la vie. Donc, c'est essayer d'atteindre jusqu'au plus grand âge les expériences, la sagesse de ce que l'on apprend du précepte d'harmonie, tout en le transmettant au fur et à mesure du temps. Donc c'est joie, bonheur. Biké Ojo, dans Biké Ojo, il y a le mot Ojo. Et le titre de mon livre, dans le titre de mon livre, il y a le mot Ojo. Ozo, tout à fait. Voilà. Et Ojo, ils ont réussi à rassembler plusieurs concepts à travers un seul mot. Et Ojo veut dire beauté, joie, amour, santé, prospérité, conscience, paix, humour, réussite, équilibre. Et il doit y en avoir d'autres. Humour, oui, je l'ai dit, harmonie. Voilà, c'est ça. Peut-être que j'en ai oublié un, excusez-moi, tout est écrit dans le livre. Achetez le livre. Merci beaucoup. Et en fait, ce ne sont pas un mot après l'autre. Tous les mots sont réunis. D'accord? Et tous ces mots-là réunis participent à cheminer et mener une longue vie dans la beauté, dans la joie et dans le bonheur. C'est-à-dire que ce précepte de Saanare Biké Ojo, je dirais, est presque il appartient au cycle de la vie. Nous-mêmes, nous sommes un cycle de la vie. Et tout autour de nous, il y a des cycles de la vie, le cycle du règne végétal, minéral,
du règne animal. La vie nous montre, aujourd'hui on est dans la saison du printemps, donc, et chaque année le printemps revient. Même s'il y a des problèmes climatiques aujourd'hui, on voit bien que les fleurs poussent dans une certaine saison et pas une autre. Même si le cycle de la nature est perturbé justement par rapport à ce que font les hommes aussi, les êtres humains sur cette planète. Et donc c'est ça, c'est cheminer tout au long de sa vie ce précepte de joie, de bonheur, d'action positive, et faire en sorte que nous soyons au plus proche de nous-mêmes en nous impliquant dans ce précepte de communion et de cette précepte d'indivisibilité. On n'est pas séparés de cette façon de penser. Les dîners disent que nous sommes comme eux, mais nous l'avons oublié. Donc nous avons un devoir de mémoire à faire par rapport à ça, surtout en ce moment. Donc c'est ça, Sanari Bikenojo, Negonashad. Enfin, Sanari Bikenojo. Et j'ai envie de dire que le fait que dans les pays occidentaux, on a poussé les murs sur le vivre ensemble et qu'on a commencé à créer des villes-cités, c'est-à-dire des grandes villes où il faut manager, il faut organiser, il faut... tous ces préceptes d'organisation, pour moi, ont pris le pouvoir sur le contrôle et sur les rapports de force et sur les rapports de compétitivité. Intensément, de manière intense, et on souffre de ça aujourd'hui. On est vraiment les gens souffrent dans leur travail. Ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent. Ils passent 8 heures par jour, beaucoup de gens passent 8 heures par jour en ne pouvant pas faire exactement ce qu'ils veulent, et en même temps, ils n'ont pas le contrôle sur ce qui se fait. Donc ça met en état de difficulté. Alors que dans ces communautés-là, on reste encore dans ce système clanique, dans ce système de petite gestion, même s'ils sont 300 000, et même s'ils dépendent du gouvernement fédéral, parce qu'ils ne peuvent pas mettre en place toutes les lois qu'ils veulent sans passer par le gouvernement fédéral. D'accord. Mais disons que, et ils ont encore, ils savent faire beaucoup de choses. Les hommes médecine que j'ai rencontrés, ils sont, parallèlement au fait qu'ils sont hommes médecine, ils tiennent une boutique. Ils sont commerçants, donc ils sont polyvalents. Et être polyvalent, c'est extrêmement important. Alors que nous, dans nos sociétés, on nous a demandé de nous spécialiser. Tout à fait. Et la spécialisation, rentrer dans une case, voilà. Et moi, en tant qu'artiste, musicienne et plasticienne, quand j'ai rencontré cette communauté-là, j'ai rencontré des gens qui associaient le pictural, c'est-à-dire la réalisation de peintures de sable, parce qu'ils réalisent des peintures de sable en dessinant des êtres sacrés sur le sable, et ils entonnent des chants. Donc entre l'art visuel et l'art sonore, ils ont des préceptes de guérison. Donc j'ai vraiment compris que je me réunifiais à ce moment-là, et que j'avais été formatée par une société occidentalisée qui divise. Oui, tout à fait. Et qui met en compétition son voisin. Absolument, voilà. Et voilà, moi je trouve plus cohérent qu'on puisse rentrer dans des préceptes qui nous incitent à collaborer ensemble, plutôt que de nous mettre en compétitivité, en des rapports de compétitivité qui sont des rapports de pouvoir. Tout à fait. Et qui fait qu'il y a un rétrécissement, il y a un enfermement. Il y a vraiment, on vit dans un enfermement. Pierre Rabhi disait que, Pierre Rabhi que j'ai connu parce qu'il a été parrain de Navarro France, il disait qu'on vit dans des boîtes, mais il a raison, ce précepte de boîte, il est vraiment là. C'est-à-dire que moi, si je ne fais pas attention à sortir de chez moi, même si j'aime faire ce que je fais en tant qu'autrice, mais si je reste que moi dans la boîte informatique de mon ordinateur et de mon computer, bah je m'enferme, quoi. Et je trouve qu'on est dans des enfermements, même si Internet, si tout ça a ouvert un champ des possibles au moment du Covid, où on était dans
on ne pouvait pas sortir Tout à fait. de chez soi. On se rend compte qu'il y a beaucoup d'adolescents, beaucoup de personnes qui ont souffert de ça aussi, de cet enfermement. Non, tout à fait, ça, je suis d'accord avec toi. Et même les Navarros ont souffert de cet enfermement. Quoi. Parce que c'était le deuxième pays, deuxième région des États-Unis qui a été touchée par le Covid au final. Oui. Ça, c'est bon, on fait de l'aparté, mais Oui, voilà. oui, voilà, c'est ça. Ça a été la deuxième population a été touchée par le Covid après les habitants de New York. Ouais. Parce que ce sont des êtres fragiles aussi. Ils ont des problèmes de diabète, il y a des vrais problèmes. Et puis je dirais aussi intuitivement, lorsqu'il y a un problème, lorsqu'il y a un souci, le besoin de sécurité, c'est de se rassembler. Regardez regarde ce qui se passe quand on trouve un essaim d'abeilles. Ils font tout en sorte de se rassembler pour préserver la reine, quoi, en fait. Et d'autres insectes vivent comme ça. Et eux, on leur a demandé de se séparer, de ne pas aller voir la grand-mère, qui peut-être n'avait pas de radio, qui n'avait pas d'électricité. Et donc il y a eu vraiment une grande souffrance à travers cette vision qu'ont ces peuples et à travers laquelle on s'est complètement déconnecté, quoi. Tout à fait. Est-ce que c'est aussi parce qu'ils ont une sensibilité tellement importante qu'ils ont eu ils ont attiré à eux cette énergie-là, donc la maladie Covid, plus facilement, parce que comme ils sont hypersensibles, ils sont sensibles à l'affluence un peu de l'extérieur, non? Non, les vrais problèmes, c'est que de toute façon, quand il faut se laver les mains tous les jours et qu'on n'a pas d'eau, ça c'est une autre question, parce que ça c'est une réalité. Et ça, c'est la réalité. Quand il y a des infrastructures qui ne répondent pas aux demandes qui sont liées à des patients qui sont malades, bah, du coup ça crée une déstructuration au sein même de la communauté. Non, les impacts qu'il y a eu, ils ont été aussi lésés en termes d'hygiène, en fait, hein, aussi. Hein, c'est pas... nous, on peut facilement aller avec une autorisation, voilà, aux urgences et tout, et eux, c'était pas du tout le cas. Et puis, en fait, aussi, pour aller d'un point à un autre, et pour traverser, par exemple, le territoire navarro, il faut parfois 6 heures de route, et donc, il y en avait qui n'avaient plus d'essence. Non, il y a vraiment une réalité. Vivre dans un territoire, vivre dans une réserve, c'est pas facile non plus. Hein. On est dans un monde où on trouve tout, Internet et tout ce qu'il faut, et en même temps, on est dans un monde où la réactivité face à l'urgence, elle est différente. En plus, ils ont été gérés par des lois, enfin, une direction gouvernementale qui leur a été imposée, alors que, intuitivement parlant, c'était pas forcément comme ça qu'ils voulaient faire. Quoi, en fait. Ouais, voilà. C'est ça en fait. Hein, je pense qu'ils veulent se développer, entre guillemets, mais ils ont restitué leur domaine, leur région, mais d'une partie, c'est un peu... ils n'ont pas le droit à l'eau. Ça, c'est une autre histoire, parce qu'ils ont fait un procès d'un an pour avoir de l'eau. Ils n'ont toujours pas. Il y a plein de choses comme ça qui sont un peu... Ils n'ont pas droit, enfin, pareil à l'eau, oui. Alors, bon. Il y a plein de choses, en fait. Voilà, hein, il y a plein de choses que vous pouvez voir se renseigner sur Internet sur le peuple guinéen, mais je trouve que ils donnent une partie, mais ils ne donnent pas toute la partie, je trouve. Ils ne sont que usufruitiers à 85% du territoire. En fait. Donc voilà. Donc, et par contre, dès qu'ils veulent mettre en place une loi par rapport à leur vision, ils sont obligés de passer par le gouvernement fédéral, en fait, pour ça valider. Donc voilà. Ils sont brimés d'une certaine façon. En fait. Ils sont brimés et en même temps, ils ont une puissance extraordinaire parce que c'est le seul peuple qui soit retourné sur leur territoire d'origine après l'histoire du génocide et parce qu'ils sont représentés comme nation souveraine. Donc, ils ont réintronisé dans toutes leurs pratiques, dans tous leurs textes de loi et tout ce qui s'ensuit, des valeurs qui sont des valeurs anciennes, ancestrales. Donc, ils ont quand même réussi ça. Il faut voir ce qu'ils ont réussi aussi. Tout à fait. Voilà. Qu'est-ce que c'est qu'un Logan? C'est quoi? Parce que je sais, moi, en faisant un stage avec toi, je sais qu'il y a les 4 montagnes. Est-ce que 4 montagnes sacrées qui représentent aussi dans Logan?
Mais qu'est-ce que le Hogan? Qu'est-ce que cette place? Qu'est-ce que c'est que... Parce que dans ton livre, j'ai pas la couverture de ton livre, mais dans ton livre, il y a un Hogan, c'est le petit monticule de terre où il y a la porte. C'est ça le Hogan au final. Mm. Et c'est pas le tipi comme on Mm. pourrait imaginer. Non, non, le tipi, ça vient des Indiens des plaines. Voilà. Voilà. Et Et donc, les tipis que l'on voit au sein du territoire d'Iné, euh, ce sont, ce sont des structures voilà, où sont inscrites des cérémonies mm, qui sont propres aux cérémonies qu'on appelle le NAC, Native American Church. Voilà. Qui eux sont une forme de syncrétisme entre le système de croyance des Indiens des plaines et le système un peu traditionnel d'Iné, mais ça n'est pas une. C'est un syncrétisme entre la prise du peyote et puis le christianisme, je dirais. mm. Voilà. Mais ça n'est pas les dîners, les purs traditionnalistes ne se disent pas être proches de cette obédience. Donc, on voit rarement des tipis sur le territoire d'Iné parce que ça n'est pas inscrit dans leur précepte traditionnel. Mais par contre, nous voyons des hoganes. Donc, le hogane, traditionnellement parlant, c'est une structure qui au départ est en cercle ou alors une structure architecturale octogonale. Et que ce soit le cercle ou la structure octogonale, la porte est ouverte vers l'est. Alors tu parlais des 4 montagnes sacrées. L'est, c'est le renouveau, et l'est est relié à une montagne sacrée, qui est le mont Blanca. Quand on rentre dans un hogan, on rentre en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre. On ne peut pas rentrer dans l'autre sens. Donc on suit les aiguilles d'une montre, c'est la symbolique de suivre le cheminement du soleil. Donc le soleil se lève à l'est, et après il va se coucher à l'ouest. Donc on va tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc de l'est, on va tourner vers le sud, ensuite on va tourner vers l'ouest, ensuite on va tourner vers le nord. Voilà. Donc déjà, on a déjà 2 points, 2 sources fondamentales qui illustrent le lien qu'ils ont avec la relation au vivant. Ensuite, il y a le foyer central. Le foyer central, c'est un poêle en général. Traditionnellement, des fois, c'était à même le feu. Ils faisaient des feux à même le sol. Mais là, les hoganes ont évolué. Et là, il y a le foyer central qui est au cœur, au centre du hogan. Le feu est construit, il est créé dans le poêle. Et donc, lorsqu'on monte, on regarde le tuyau du poêle, il y a une ouverture qui va jusqu'au ciel, pour être en reliance avec les étoiles, le ciel. Et eux parlent de nation des étoiles. Ils reconnaissent les étoiles comme un être vivant, comme une nation. Mm-hmm. Tout comme ils se reconnaissent comme une nation, eux reconnaissent les étoiles comme une nation. Voilà. Et donc, le hogan, c'est le lieu sécure pour que les familles soient protégées, que les enfants grandissent dans un endroit qui en même temps, illustre dans la forme symbolique le ventre de la terre-mère. C'est-à-dire, on est dans un espace où le temps, je dirais, linéaire et le temps qui n'est pas linéaire, je ne trouve pas le mot là maintenant, et cohabitent en fait ensemble. Donc, c'est un lieu de protection, c'est une construction sacrée qui est écologiquement adaptée au mode de vie traditionnel et en même temps et dont la forme est associée à leur cosmogonie. Voilà. Et c'est dans le hogan que pratiquent les hommes médecines les cérémonies dites de guérison. D'où ils font leur peinture de sable aussi. Voilà, voilà. Donc, tout ce qui est fait dans le hogan ne doit se faire que dans le hogan et pas en dehors du hogan. Enfin, c'est la sacralité. Ce qui est relié au sacré est relié au secret. Et traditionnellement parlant,
les communautés vivaient dans les Hogan auparavant. C'est là où ils élevaient donc leur famille. Et aujourd'hui, ils ont gardé la structure du Hogan pour les cérémonies. Certains ont évolué dans le précepte architectural du Hogan, c'est-à-dire qu'ils ont le Hogan a évolué en termes de construction au fur et à mesure. Et ceci dit, on est toujours dans ce précepte de forme octogonale avec la porte ouverte vers l'est et l'est pour accueillir le renouveau. Voilà. Et en même temps, ils considèrent leur territoire comme un Hogan. C'est ça ce que j'allais finir. Voilà. Après, dans leur territoire, il y a les 4 montagnes sacrées quand même qui entourent ce territoire. Oui, voilà, c'est ça. C'est-à-dire c'est absolument fabuleux. C'est-à-dire que les Hogan, c'est la maison et la maison, c'est la nature pour eux. Pour eux, pourquoi c'est la nature? Parce que si tu associes, toi, les 4 directions ensemble, l'est et l'ouest et le sud et le nord ensemble, on crée comme une voûte céleste en fait. Et cette voûte céleste, qui est reliée par les 4 directions, structure le territoire d'Iné Navarro qu'il considère lui-même comme un Hogan. Donc c'est pour ça qu'ils sont retournés sur leur territoire d'origine. C'était pour retourner entre les 4 montagnes sacrées, vivre le Sanare Biken Ojo et vivre en harmonie avec la nature. Est-ce que parce qu'on avait déjà discuté avec toi, et en plus tu me disais comme quoi il y avait les anciens, ils disaient un jour, ils ont toujours fait des prières pour retrouver cette terre natale, leur terre, récupérer leur terre, et c'est, comme tu dis, ils ont tellement cru, et tellement voulu, ils ont réussi au final à avoir cette terre, pour retrouver ces 4 piliers, et pour revivre dans cette partie-là de vie. Oui, voilà, c'est ça. Là où c'est intéressant, c'est que ils considèrent la terre comme un être vivant, et donc ça veut dire qu'elle a tout, ses organes, elle a, comme nous, elle a des organes, elle a des yeux, elle a une bouche, elle a, voilà. Et chaque partie, même des ressources non renouvelables qu'on extrait comme le pétrole, le charbon, pour eux c'est des organes en fait, c'est lié à l'énergie de la terre-mère. Et donc c'est pour ça qu'ils ne sont pas OK pour qu'on extrait la matière première encore, parce que pour eux on extrait l'énergie de la terre-mère. Et pour eux la terre est en colère aujourd'hui. Et ils disent que si la terre est en colère, c'est parce que les dieux sont en colère aussi de ce que les hommes font pour la terre-mère. En fait. Donc il y a un réel lien charnel avec cette nature. C'est charnel en fait. C'est pas juste se reconnecter à la nature pour demander à l'univers qu'on nous offre le meilleur. Non, non, non. C'est se reconnecter à la nature pour guérir la terre. Pour nous guérir nous-mêmes de l'arrogance qu'on peut avoir vis-à-vis de nous-mêmes, c'est-à-dire les êtres humains entre nous, mais aussi vis-à-vis de la terre-mère. Donc l'arrogance qui existe vis-à-vis de la terre-mère fait partie de l'arrogance qu'il y a entre les êtres humains. Et pour ça, il est important de pacifier, c'est-à-dire de mettre de la beauté, de pacifier, de mettre du Sanare Biken Ojo pour restaurer la beauté. Voilà, c'est ça, en fait. C'est entre autres, le Hogan, c'est ça. Et tout est féminin, masculin. Il y a des Hogan féminins, il y a des Hogan masculins. Tout comme il y a la pluie féminine et la pluie masculine, le vent féminin, le vent masculin. Et tout va par paire. Et il n'y a pas de dichotomie, de séparation entre le bien et le mal, le profane et le sacré. Il y a ce précepte de voie du milieu qui pour eux... entre autres, est fédéré par le Hojo et par d'autres préceptes aussi que j'explique dans mon livre. Tout à fait. Et juste, parce qu'il y a quelque chose aussi dans ton livre que tu parles, moi j'appelle ça le poème de la beauté, parce que je trouve magnifique ce poème. C'est je suis beauté devant moi, je suis beauté derrière moi, c'est ça? D'abord, c'est face que la beauté. Face de la beauté, excuse-moi. C'est pas je suis, c'est face que la beauté soit derrière moi. Fasse que la beauté soit, je n'ai plus l'ordre précis, mais fasse que la beauté soit à côté de moi, fasse que la beauté soit en dessous de moi,
fasse que la beauté soit au-dessus de moi, fasse que la beauté soit devant moi, je marche dans la beauté est en moi, je suis la beauté. C'est à partir de ce moment-là où on crée la beauté tout autour de soi, on demande à ce qu'elle soit manifestée, qu'on peut incarner la beauté en soi. Mais savoir que la beauté que l'on incarne en soi est reliée au grand tout. Il n'est pas relié à l'individu qui veut posséder quelque chose. Donc on est beauté. La beauté, fasse que la beauté soit, mais pas en termes de possessivité, Oui. en termes de soi-même relié, connecté, interdépendant. Nous sommes reliés à la beauté. Voilà. Avant de nous sommes reliés, fasse que nous soyons reliés à la beauté. Voilà. C'est comme les gens qui disent maintenant je demande à l'univers qui est ça et c'est l'univers qui va décider. Non, non, les univers, la nature, elle a. Moi je trouve qu'on est quand même dans une. Il faut être vigilant pour ne pas retourner dans cette pensée unique dans cette pensée copier-coller, hein, qui est le tout va vite. Et voilà. Lorsqu'on va chercher une information, aujourd'hui, on va voir ChatGPT, et en même temps, il faut savoir que les réponses qui nous sont données sont une mécanique hein, des informations qu'on lui donne aussi. Hein. Toi, tu connais un peu tout ça et tout, en étant plus technicien de tout cela par rapport à moi. Donc le livre, j'ai surtout pas cherché à avoir des informations sur Internet non plus. Mon livre, c'est du vécu. Et tu m'as posé la question de l'importance, et je trouvais ça important que je puisse transmettre ce qui m'avait été transmis avec leur autorisation par rapport à quelque chose que j'incarne moi-même, qui est du vécu. Même si je ne suis pas parfaite, je trouve qu'il est important d'être dans le devoir de mémoire dont il parle. Et aujourd'hui, tous les impacts négatifs qu'il y a sur la peur du changement climatique, des nouvelles générations qui sont surinformées de tout et de rien et on ne sait pas d'où vient la source, je pense qu'il faut être très 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 vigilant. Et vigilant aussi sur tous les impacts négatifs qu'il y a autour du New Age et de toutes ces choses-là. Tout à fait. De toute façon, il y a toujours eu cette déviance. Oui, absolument, absolument. Moi, quand j'ai vu la première peinture de sable, parce que je trouve que le côté artistique dans le peuple guinéen est très important, et je trouve que la peinture de sable que j'ai pu voir et que j'ai pu réaliser avec toi, avec des symboles, parce qu'il y a chaque symbole, il y a des parties, c'est très symétrique, il y a une certaine ressemblance, comme tu dis, ils chantent, ils font des prières en faisant la peinture de sable, etc. Moi, ça, à chaque fois quand j'entends tout ça, j'ai pratiqué le bouddhisme tibétain, et quand on prépare un rituel ou quelque chose comme ça pour une divinité, pour l'apprendre, pour l'initier, on a toujours eu aussi, on a les moines tibétains qui font, en faisant la mantra de la divinité, le mandala, qui correspond à l'initiation. Et quand j'entends comme quoi il y a des peintures de sable qui se créent avec le chant, etc., ça amène un écho en moi. Je dis, mais en fait, on n'est pas. On est même, si c'était des milliers de kilomètres, en fait, ils ont tous eu à un moment donné cette information-là, de ces peintures de sable. Oui. Ça veut dire entre plusieurs cultures. Bien sûr. Et même le côté artistique qui est important dans les. Parce que je sais que l'artistique, ça te parle. Donc il y a plein de questions que je suis en train de te poser. Mais voilà, déjà on va commencer par la peinture de ça, et après, qu'est-ce que le côté artistique, le côté art dans le peuple guinéen, et il faut en parler aussi. Bien sûr, absolument, bien sûr, oui. Donc moi, je me présente dans mon livre en tant que femme artiste, hein, et femme, je dirais, initiée, c'est-à-dire ayant passé une bonne partie de sa vie auprès d'une culture qui n'est pas la mienne à l'origine. Donc j'ai réussi à mettre justement un pied ailleurs, et puis voir les deux pieds aussi ailleurs dans cette culture-là, pour aller voir vraiment qui j'étais à ce moment-là. Et après, je trouve que, alors, c'est troublant, il y a un choc culturel, hein. À chaque fois il y a un choc culturel. J'ai été choquée culturellement parlant par ça, et j'ai été aussi choquée par ma propre culture. Et j'ai pas envie de dire que
il y en a une qui est moins bien qu'une autre, mais ce qui me paraissait essentiel, c'est de continuer à faire un trait d'union avec ça, et c'est avec leur autorisation que je suis devenue passeuse en fait de cette culture. Mais passeuse par le prisme de l'art, parce que au départ je suis artiste, et pour moi l'art est un outil qui permet d'exister. Lorsqu'on fait une peinture de sable, par exemple, on est dans une démarche contemporaine et artistique, pas du tout dans une démarche de précepte de guérison comme eux le font, hein, dans le Hogan de manière traditionnelle. Les peintures de sable que l'on voit chez les dîners et qui sont éphémères sont réalisées par des hommes et des femmes de médecine qui sont les garants de la venue des êtres sacrés par leur chant et par la visibilité de toute l'histoire de leur cosmogonie. Donc ils partent d'un moment qui est là maintenant, et en chantant et en manifestant la venue des êtres sacrés par le prisme du sable, qui sont donc détenus par les garants de la connaissance, ce sont des hommes de médecine, eh bien, ils réintronisent ce précepte de meilleur monde, c'est-à-dire de précepte du commencement, du grand tout, et il permet incontournablement de replacer le patient ou la communauté avec cette perception qui est énergétique, qui est vibratoire, qui est qui est évidente, parce que c'est aussi grâce à ça qu'ils sont retournés sur leur territoire d'origine. Donc là, tout d'un coup, on est dans quelque chose, justement, où l'art n'existe plus pour eux, à ce moment-là, pour ces hommes et ces femmes de médecine. On est au-delà d'une représentation artistique. On fait appel à quelque chose qui est plus grand que soi, et l'homme et la femme médecine devient le réceptacle de cette réponse. Moi, quand je parle d'art, de démarche artistique contemporaine, et que je le réintronise ici à travers des ateliers, je parle de ce qui peut nous inspirer par rapport à l'impact, l'apport symbolique de la représentation de la fonction, par exemple, des 4 montagnes sacrées, qui sont reliées à des couleurs, et du coup, chaque couleur veut dire quelque chose, et aussi de la représentation de certaines formes, parce que chaque forme veut dire quelque chose, mais comme chez nous aussi, la couleur veut dire quelque chose, et les formes géométriques peuvent dire quelque chose aussi. Et je dirais, en impliquant ces symboles, qui sont pour moi des représentations vivantes, parce que le mythe est quelque chose de vivant en soi, eh bien, cela nous permet, en tout cas, de nourrir une verticalité, de sortir un petit peu de toutes les problématiques qu'on peut avoir dans notre existence, et aussi de nourrir une verticalité, c'est-à-dire de se relier à une meilleure connaissance de soi, pour quitter la part de nous qui sommes ignorants aussi par rapport à ce grand tout et la place de ce grand tout. Donc je trouve que c'est utiliser l'art comme un outil pour pouvoir créer un choc aussi. C'est-à-dire que moi, l'artiste, il doit créer une influence déterminante. Il a la place dans la société et il a la place dans le monde d'aujourd'hui. Parce que l'art, l'artiste, il est aussi comme une éponge, c'est-à-dire qu'il a la possibilité de traduire quelque chose, et ce qu'il va traduire, c'est par le prisme soit par rapport au chant, soit par rapport à l'écriture, soit par rapport à la peinture, ou soit par rapport à l'architecture, enfin à la sculpture en l'occurrence. Mais disons qu'il va trouver l'outil qu'il peut utiliser, parce qu'un sculpteur, il sait techniquement comment utiliser son outil pour pouvoir sculpter dans la matière, ou le peintre utiliser les couleurs, pour pouvoir traduire quelque chose. Donc, en soi, l'artiste a une place très importante
dans notre société et par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui. Il est pour moi un point de repère. Et je suis très heureuse que des personnes s'inscrivent dans mes ateliers pour justement mettre en place des dons, des potentiels que la nature lui a donnés. La nature, c'est quoi? C'est le grand mystère. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, quelqu'un peut chanter et quelqu'un ne peut pas chanter, ou quelqu'un peut jouer du piano facilement et d'autres ne peut pas? C'est qu'à un moment donné, il y a des talents, il y a des dons. Et pour les dîners, ils disent que c'est important de vivre avec les talents et les dons. Parce qu'en ne s'occupant pas des talents et des dons, de nos talents et de nos dons, on s'écarte de notre nature profonde. D'accord. Parce que moi, j'ai pratiqué, hein, j'ai fait un week-end avec toi sur la peinture de sable. Et ce qui était intense dans ce week-end-là, c'est qu'on commence à faire la peinture de sable. C'est la symétrie des choses, et puis c'est surtout la tranquillité, et puis la patience et la dextérité. D'un coup, ça se fait tout naturellement. Et on ressort, on fait ça en groupe en plus, donc il n'y a pas de compétition, et d'un coup tout s'harmonise. Il y a le mot harmonie qui me vient, et d'un coup tout s'harmonise entre nous tous pour créer une peinture magnifique et harmonieuse, avec toutes nos intentions qu'on met dedans, parce qu'on a tous notre vécu, on a tous pourquoi on vient à l'atelier, et donc au final, tout s'harmonise pour faire quelque chose de magnifique et de beau. Oui, bien sûr. Et tu me dis à chaque fois, ça ressemble à... L'un ne ressemble jamais à l'autre. Bien sûr, oui. Et c'est ça qui est la beauté encore. Bien sûr, bien sûr. Ça crée une beauté. Oui. Pour se rapprocher de qui l'on est, de notre nature profonde, et pour utiliser l'art comme outil, on est au-delà de... On est dans quelque chose qui est de l'ordre de la créativité. Donc on devient créatif. Et puis ensuite, on doit se mettre au service d'une thématique précise, parce que, en l'occurrence, on utilise les outils qu'on utilise, enfin la matière qu'on utilise, c'est le sable. Donc on se met en lien avec la nature. Déjà, on utilise la nature pour pouvoir réaliser quelque chose. Et donc, ce que l'on va remettre ensuite, c'est notre tolérance aussi, et le meilleur de nous-mêmes. C'est ça qu'on va redonner à la nature. Puisque l'art dont tu parles en question, ce sont des arts éphémères. Ce sont des arts qui sont, comment ça s'appelle, comme le land art en fait. Parce que la dernière fois, on a un jour fait une peinture de sable qui a fait 20 mètres de long sur la plage de Normandie. Et après, c'est la mer qui a tout repris. Et ce qui était essentiel, c'est de savoir quelle est la meilleure part de nous que nous donnions à cette œuvre unique, qui avait une thématique précise et qui était là pour la terre-mère, et savoir que cette part de nous, quelque part, elle était la partie dans le flux de la vie. C'est magnifique. Donc ça, c'est vraiment ce précepte de cycle. On nourrit le cycle, on nourrit notre propre cycle en se posant un peu, en lâchant prise sur la société précipitée dans laquelle nous sommes, et en même temps, on se remet en mouvement en ayant confiance les uns les autres, et pour mettre en place des formes qui, à un moment donné, vont permettre à l'individu et au collectif de sentir qu'il n'y a pas de séparation à ce moment-là. C'est-à-dire que le je et le nous n'est pas séparé. Et ces communautés vivent comme ça. Ils vivent dans l'incertitude de tout ce qui se passe, et en même temps, ils ont une reliance absolument extraordinaire entre le je et le nous non séparés. Donc l'art, à ce moment-là, participe à ça en fait, à nous réconcilier avec nous-mêmes, et évidemment par un acte de foi, je dirais. Et la foi est essentielle.
positif pour la terre-mère. Ça pose énormément. Et Merci beaucoup. j'ai une dernière. Je voudrais aussi avoir les questions du public, s'il y a des questions, s'il y en a qui veulent poser des questions. Mais parce que quand tu es revenu de ton premier voyage au peuple guinéen, on n'a pas raconté cette histoire, mais tout est écrit dans ce livre. Je vous laisse quand même un peu découvrir le livre par vous-même. Mais tu es revenu et tu as créé Navarro France. Oui. Et Navarro France, c'est une association à but non lucratif et qui amène aussi à d'autres projets. Tu as fait une campagne de dons dernièrement pour amener les agriculteurs navarros et dire mais pourquoi pas travailler avec aussi des agriculteurs biologiques et permaculture et donner des conseils aux agriculteurs navarros pour transmettre et pour faire une connexion et puis une communication et une interaction avec ces deux peuples, occidental et navarro, pour transmettre quelque chose. Et je trouve ça... et où c'en est déjà où c'en est et pourquoi tu as créé Navarro France Raconte-nous un peu l'histoire de Navarro France au final. Bien sûr. Voilà. Merci, Navarro France, donc ça a été mis au monde parce qu'en fait, lorsque les dîners Navarro m'ont demandé il y a une phrase qui m'a été dite, c'est « Reste avec nous et quand tu reviens sur notre territoire, dis-leur qui nous sommes ». Et à ce moment-là, moi j'ai dit oui, pas de problème, et je ne me suis pas rendu compte de l'impact que ça voulait dire. Et en même temps, quand j'ai dit oui, je sais que j'ai senti qu'il était possible pour moi de le faire petit à petit, pas à pas, tellement, je dirais, tellement cette terre et ce peuple me parlait, vraiment. Il me parle toujours. Et mettre en place une structure associative, c'était valoriser le fait qu'à un moment donné, par le biais d'une structure, je pouvais commencer à parler d'eux à travers des événements. Et pour faire venir des gens, des personnes, une communauté, enfin une partie de la communauté ou d'une délégation, il faut une infrastructure qui les accueille, il faut des... Voilà. Et l'association a permis cela, a permis non seulement de mettre en place des allers-retours entre eux et nous et eux, dans les deux sens, et aussi de créer des événements plus grands, plus forts, que ce qui m'arrivait à moi ou à un petit groupe de gens. C'est-à-dire de participer à des événements qui soient en cohérence avec d'autres événements qui sont en lien avec d'autres peuples racines et qui sont en lien avec cette cohérence du changement, le fait que comme le disent les dîners d'autres peuples, la terre ne nous appartient pas, mais nous appartenons à la terre. Et le dernier projet dont tu parles, qui s'appelle Ozo Farming, il vient du fait que c'est vrai qu'entre la première année où j'ai mis les pieds en territoire navarro, c'est-à-dire en 1897 ou 98 et 2024, je me suis rendu compte qu'il y avait eu des grands changements, en effet. Et comme je l'ai stipulé au début de la conférence, c'est-à-dire c'est le changement climatique, il est là, les sécheresses sont là, le manque d'eau est là, et les plus touchés sont encore eux, en fait. Et pour moi, je trouve que on ne voit pas ça. C'est-à-dire que on n'imagine pas, on sait que c'est là, et en même temps, je suis assez éprouvée parfois par le manque d'action qu'il y a. Et je sais pourtant qu'il y a plein d'actions, mais j'ai compris que le fait que la terre était de plus en plus sèche, même dans un désert, et que le désert résiste à la sécheresse, je trouve ça normal de rendre hommage à cette terre qui m'a accueillie, en fait. Parce que cette terre me parle, même en considérant comme eux le considèrent, c'est-à-dire que la terre souffre et qu'elle est en colère. Je comprends totalement cette souffrance-là, en fait.
Donc ce territoire, je dirais qu'il fait partie de mon identité, parce que c'est lui qui m'a fait aussi. Tu vois. Donc j'ai voulu créer Ozo Farming avec l'aval de Pierre Rabhi, qui était parrain, donc, et le fonds de dotation Pierre Rabhi. Parce qu'en fait, quand j'avais raconté mon histoire auprès de Pierre Rabhi, il m'avait dit, lui qui voulait créer des oasis en tout lieu, il m'a dit, moi je te soutiens et je veux absolument qu'on fasse des échanges entre paysans français et paysans navarros. Donc il a été, on a commencé à mettre en place ce projet en 2017. On a fait venir des agroécologistes en terre navarro et on a eu un cahier des charges qui explique pourquoi l'agroécologie est possible en terre d'inné. Et ensuite, bon, il y a eu le Covid, mais enfin, il y a eu plein de choses. Et après, j'ai contacté des paysans d'inné pour savoir s'ils étaient OK que on puisse, non pas nous, Français, aller sur leur terre en disant comment il faut faire, mais voir aussi par rapport aux problématiques climatiques qu'on trouve nous ici dans le sud de la France, voir comment on pouvait avoir un dialogue commun sur le faire ensemble et en incluant les techniques innovantes de la permaculture et les connaissances ancestrales de cette communauté. Et qu'est-ce que c'est donc, qu'est-ce qui s'est, comme ils sont venus Oui, en France, oui. c'était juste parce qu'il y a eu des gens Donné. Et où ça en est? Parce que maintenant, on voudrait bien savoir ce qui va se passer par la suite. Alors, Parce qu'il y a alors, eu où des ça en est vidéos, il y a eu plein de choses. Alors les films continuent à être montés parce qu'on a filmé, j'ai filmé plus de 780 séquences. Tu sais ce que c'est, hein, Ouais. monter 780 séquences, c'est beaucoup. Aujourd'hui, il y a donc il y a eu un retour d'investissement, c'est-à-dire que eux ont parlé. Ceux qui sont venus, les paysans d'inné qui sont venus, ce sont des représentants de communautés locales qui rassemblent plusieurs paysans. Donc ils ont parlé de ce qu'ils ont appris là-bas sur place. Et un des fermiers souhaite mettre en place dans sa ferme, souhaite devenir une ferme école. C'est-à-dire apprendre ce qu'il a déjà, ce qu'il a appris là-bas, ici, mais aussi insuffler les traditions ancestrales et faire en sorte que des jeunes paysans navarros puissent pratiquer les préceptes d'agroécologie dans sa propre ferme. Donc sa ferme va devenir petit à petit une ferme école, en fait. C'est génial. Ah ouais, ça c'est superbe. C'est génial. Ah ouais, c'est superbe. Après, j'ai été sollicitée par des jeunes étudiants français qui ont trouvé le projet génial et qui ont mis en place au sein de leur cursus universitaire un projet pour qu'on puisse rencontrer d'autres fermiers encore, enfin, mais que des jeunes paysans français, navarros viennent. Parce qu'au départ, on a mis l'impact sur des fermiers qui ont une assise, hein, qui ont de l'expérience. Et eux, comme nous, on s'est dit, il faut que maintenant les échanges se fassent entre jeunes paysans. Voilà. Donc, petit à petit, il y a ça qui est en train de se profiler. Et je trouve ça absolument magnifique. Et mon souhait, c'est que des jeunes générations, entre ici et là-bas, puissent continuer à fédérer le projet Ozo Farming. Il n'y a pas de raison, ça va marcher. Absolument, ça va marcher. Merci. La flamme qui s'est réanimée parce que d'avoir appris et de ressentir tout ce peuple, toutes ces racines, tous ces moments-là vécus dans cette tradition et dans cette culture. C'est important de ne pas rester dans une forme de tristesse malgré les difficultés que chacun et chacune on peut trouver dans notre vie, ni de baisser les bras. Et ce qui me paraît parfois difficile est de voir des gens fermer les yeux sur ce qui se passe. Et je trouve que la vigilance, c'est disons que j'ai accepté de me mettre un peu en lumière à travers ce livre et la réalisation des films documentaires que j'ai mis en place. Parce que cette rencontre, je l'avais pas mis, je ne savais pas qu'elle allait se faire dans ma vie. Par contre, j'ai vu tous les changements que j'ai vu tous les changements en moi et je me suis dit, il n'y a pas de raison que je garde cette histoire pour moi et j'ai envie de, non pas d'être un exemple, mais si
si cet exemple peut donner courage à d'autres personnes, bah, j'en serais ravie. En fait. Je me dirais, comme dirait Pierre Rabhi, que j'ai fait ma part pour créer ce monde meilleur. Et puis pour œuvrer pour les nouvelles générations. Et en actualité, qu'est-ce que tu as en actualité? Qu'est-ce que tu as Moi, j'ai déjà prochainement? la promotion du livre. Oui, tu as Et d'autres dates qu'on peut te voir en France? Est-ce que tu as d'autres dates? ah oui, je pars à Lyon. Alors, c'est sur le site de Navarro France. Hein. Oui, oui. Tu Bah, puisses promouvoir. Oui, alors je n'ai pas les dates. je suis dépourvu là. Le week-end prochain, je suis à Lyon. Voilà. Et le week-end d'après, je suis à Lille. D'accord, ça c'est pour la promotion de ton livre. Voilà. Est-ce que tu as des dates sur... Et tout est sur le site de Navarro De toute façon, France. allez sur Navarro France. Je te mettrai le lien par Voilà. la suite. Mais après, tu as les stages aussi, des week-ends que tu fais. Oui. Et là, maintenant, L'atelier. j'ai vu qu'il y a un atelier, deuxième atelier, Oui. à niveau 2, entre guillemets. Oui. La suite du... Oui. Ah oui, alors donc mes ateliers, c'est vraiment pour des personnes qui ont déjà, qui œuvrent déjà en ce sens. Et puis, c'est sur des ateliers qui participent à justement à voir comment ils peuvent être à l'aise avec ce précepte de changement, de mutation, d'être à l'aise avec tout ça et de ne pas avoir peur en fait. Ne pas avoir peur de leur devenir. Ça, c'est essentiel. Voilà.